Nous allons commencer cette cérémonie, la 201e cérémonie de remise des Grands Prix de la Société de Géographie. Il y en a peut-être eu plus ou peut-être moins, je ne sais pas, parce qu'il y a eu des années sans Grand Prix, il y a eu des années où il y a eu des prix exceptionnels dans l'année. En tout cas, c'est le 201e anniversaire dans quelques jours de la Société de Géographie. Il y a un an, pas jour pour jour, mais presque, nous étions dans cet amphithéâtre et dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour célébrer notre bicentenaire avec une assistance fournie. On ne voyait pas absolument tous les visages parce qu'on était encore masqués, il y a encore quelques masques qui traînent, mais de moins en moins. Donc, en tout cas, merci à tous d'être là, adhérents, non adhérents. Et je m'adresse, alors bien sûr, aux adhérents, bravo, formidable, continuez à adhérer et à parler de la Société de Géographie et de nos activités, apporter des idées et tous vos points de vue. Et pour les non-adhérents, il n'est que temps d'adhérer. Donc reportez-vous sur le site de la Société de Géographie, c'est extrêmement facile. Et notre conseil d'administration a pris une décision majeure qui va concerner juste quelques-uns d'entre vous ici, c'est pour les jeunes et les étudiants. Donc nous avons décidé de diminuer considérablement le prix de l'adhésion, de le diminuer de 50% et d'offrir en plus, parce que nous n'avions pas le droit d'avoir des adhésions gratuites, c'est interdit par la législation, donc c'est 14 € pour adhérer avec la revue, le bulletin de liaison, les publications, l'accès aux colloques, l'accès aux conférences et l'accès, ce que peut-être tous vous ne savez pas, ça nous a été rappelé à la Bibliothèque nationale il y a quelques temps, vous savez que toutes nos collections sont conservées au département des cartes et plans, que tous les membres de la Société de Géographie avec leurs cartes ont accès au département de ces cartes et plans et à toutes nos collections, dont certaines sont disponibles aussi sur Internet, sur le site Gallica. Mais, ce que vous ne savez peut-être pas tous, c'est que cette carte de la Société de Géographie vous donne accès à toutes les collections de la BNF. Vous n'avez pas besoin de faire une longue queue, de beaucoup de démarches pour être lecteur de la Bibliothèque nationale. Vous êtes lecteur permanent de la Bibliothèque nationale. Et quand on connaît les lieux, que ce soit sur le quai Mauriac à la bibliothèque François Mitterrand ou dans l'ancienne bibliothèque qui a été rouverte maintenant, où il y a des salles de lecteurs exceptionnelles, des collections magnifiques, c'est je trouve un privilège extraordinaire. Donc n'hésitez pas à en profiter. 14 € pour les jeunes, un peu plus pour les moins jeunes, mais ça reste tout de même très très abordable compte tenu des immenses avantages que vous avez, sachant qu'un jour peut-être vous aurez votre nom inscrit au pinacle de cet amphithéâtre. Il n'y a plus de place, mais on peut remettre une série de médaillons. Je voulais juste vous dire aussi que vous l'avez sans doute remarqué, pour ceux qui sont adhérents depuis quelques années, on fait beaucoup d'efforts, non seulement pour faire parler de nous, mais ça ne sert à rien de faire parler de soi s'il n'y a rien derrière, et donc pour avoir des activités scientifiques et ludiques de grande qualité, des voyages, des conférences très passionnantes organisées sous l'égide de Micheline Autia, des déjeuners-débats organisés par Jacques Gonzalez, tout ça donc attire de plus en plus de monde, et je dois vous dire que nous avons eu pendant une vingtaine d'années une baisse progressive des effectifs, et en un an, nous avons grimpé de 100 adhérents. Nous étions à 700 au moment du bicentenaire. On a atteint les 800, ce qui est une très très bonne nouvelle. Avant de laisser la parole à Françoise, je remercie bien sûr les vice-présidents, Françoise Hardy-Caras qui va prendre la parole tout de suite, et l'amiral François Bellec ici, le secrétaire général Jacques Gonzalez, le trésorier Jean-Luc Schilling qui doit être quelque part, il va arriver sinon. Il est peut-être en dégustation parce qu'il s'intéresse beaucoup au vin. Enfin, au vin, pas au vin, il s'intéresse au Bordeaux, ce qui est tout à fait un peu différent. Voilà. Et puis, tout le conseil d'administration, je peux vous assurer, pour avoir exercé des fonctions associatives depuis très très longtemps, que de ma vie, je n'ai jamais vu, et j'aurai confirmation de mes voisins, je pense, une atmosphère aussi agréable, positive, où chacun essaye d'apporter sa pierre, d'avoir des idées, et donc c'est un vrai plaisir, et sinon ça sert à rien d'avoir une vie associative si c'est un calvaire d'aller aux réunions. Je crois que j'ai à peu près tout dit, donc Françoise va parler de la manière dont le jury a travaillé en quelques mots, et puis après nous aurons une originalité. Il se trouve que nous avons un grand ami qui est ici présent au premier rang, Olivier Godard, professeur de lycée, et qui
a reçu l'Ordre national du mérite, et donc nous allons lui remettre cette décoration ici, et c'est Micheline Autia qui a accepté de se charger de cette agréable tâche. Surtout valoriser dans les œuvres des lauréats que vous allez entendre, d'autres écrivains, valoriser la géographie, c'est notre point de vue et c'est notre but dans cette démarche de cérémonie des prix et de distinction que nous attribuons aux écrivains, à tous ceux qui nous ont envoyé leur ouvrage. Alors, comme chaque année, les membres du jury, nous sommes une équipe d'une quinzaine de membres du jury, dont un certain nombre sont ici. Et nous avons partagé une trentaine d'ouvrages, grâce notamment au travail de collecte du secrétaire du prix, Philippe Baumer, ici présent. Voilà. Donc, une quête permanente pour trouver des ouvrages et un choix très difficile, comme vous imaginez, comme toujours, puisqu'il fallait sélectionner et présélectionner ce qui fait le menu que le jury ont dû se partager. Les 3 prix de fondation, dont vous avez le nom sur le document qui vous a été distribué, les 3 prix de fondation portent le nom de prestigieux savants. Alors j'aurais juste envie de dire quelques mots de ces prestigieux savants, si le président m'autorise, parce qu'on a fêté au cours du bicentenaire les premiers fondateurs de la Société de géographie. À cette occasion, il y a un ouvrage magnifique écrit par Jacques Gonzalez sur l'histoire de la Société de géographie, où l'on voit vivre tous ces savants. Que vous trouverez au premier étage après la cérémonie. Ainsi qu'une bande dessinée qui a un succès monstrueux, parce qu'elle est très bien faite et surtout elle raconte l'histoire en images, et là ça ne peut que plaire même aux plus jeunes. Donc c'est pourquoi je vais vous dire 2 mots de ces savants, enfin de 3 d'entre eux seulement, hein, excusez-moi, je ne vais pas tous les reprendre, leurs noms sont quelquefois écrits là, comme le disait Jean-Robert Pitt. Donc d'abord le savant Auguste Laugereau. Auguste Laugereau, un prix de 1878, qui est décerné pour une exploration. C'était la volonté du fondateur de prix. Auguste Laugereau était éditeur de cartes. Et cette année, il avait souhaité, enfin chaque année, il avait souhaité que, par testament bien entendu, qu'un prix soit décerné en son nom pour un ouvrage d'exploration et pour récompenser des travaux géographiques de valeur. Cette année, c'est Marcel Bazin qui a donc l'honneur de recevoir ce prix Auguste Laugereau, mais on a un nom, mais derrière le nom de ces savants se cache une histoire et surtout un palmarès extrêmement intéressant, en particulier au XIXe siècle. Le prix Georges Erard de 1881 a été fondé pour récompenser une œuvre de cartographie en hommage à son père, qui était graveur géographe. Savez-vous que Georges Erard avait conçu un projet, un procédé électrothermique pour reproduire sur du cuivre ce qui était gravé sur de la pierre. Et grâce à ce procédé, il a donc conquis un peu aussi un grand nombre de graveurs de l'époque et plus tard. Et en 2023, c'est l'ouvrage Cartographie radicale de Neftitsver et Philippe Rekachevitch, qui n'est pas là aujourd'hui, mais nous pensons beaucoup à lui, puisque ce sont 2 cartographes de grand talent, et c'est eux qui sont les lauréats de ce prix. Le 3e que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est le prix Conrad Maltebrun. Il a été fondé en 1992, mais Conrad Maltebrun était né en 1775, il est mort en 1826, bon, mais entre-temps, il avait quand même voulu rendre hommage, finalement, aux 5 fondateurs de la Société de géographie à l'époque. Son œuvre magistrale s'appelle Le Précis de géographie universelle. Il n'a pas eu le temps de le terminer, il est mort avant. Et cette année, le prix Maltebrun est attribué à François Garde pour À perte de vue, la mer gelée.
Donc c'est vraiment un élément important que de connaître un peu. Après, on peut aller plus loin un petit peu l'histoire de ses fondateurs. Mais enfin, et sans évidemment, sans conteste, c'est Jérôme Fourquet, qui reçoit cette année le Grand Prix de la Société de géographie, qui est attribué pour toute son œuvre, et en particulier pour un ouvrage de référence, L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée. Donc, on va imaginer que tous ces fondateurs aujourd'hui disparus se réjouissent de la célébration d'aujourd'hui, que tous les ouvrages que vous allez avoir entre les mains, bien sûr un jour, puisque vous allez répondre aussi à ce que vont vous en dire les auteurs, je pense que tout cela va vous assurer de bons moments, et comme nous sommes à la veille de l'hiver, pensez au feu de bois et un bon livre dans les mains, une couverture sur les genoux, et vous serez très bien. Je vous souhaite une bonne cérémonie. C'est une joie pour moi de vous accueillir à la Société de géographie, entouré de vos proches, de vos amis, peut-être de quelques collègues ou élèves, et amis de la Société de géographie, puisque nous en sommes tous, afin de vous remettre l'insigne de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Vous savez tous, cet insigne a été créé à l'initiative du général de Gaulle le 3 décembre 1963 pour récompenser, avant tout, les services et mérites rendus à la nation. Tel est le texte officiel. Une remise d'insigne constitue toujours un moment d'émotion. À l'heure de rappeler votre parcours, même si mes propos seront très restreints, puisqu'on m'a demandé de faire bref, mais je m'attarderai plus particulièrement sur votre action cartographique qui vous est si chère. Vous êtes professeur d'histoire-géographie et vous avez déjà été honoré des palmes académiques, et vous êtes très motivé, très engagé pour la réussite de vos élèves du collège Paul-Éluard de Guernesey-Loire, et par le prisme de la carte et des cartes, tant géographiques qu'historiques, c'est votre investissement en cartographie qui a permis à vos élèves d'apprendre autrement ces deux disciplines, d'enrichir leurs connaissances, d'appréhender toutes sortes d'aspects de l'espace et du temps. Vous avez également essayé de développer chez vos élèves leur réflexion personnelle et leur donner une meilleure lecture de notre planète et des relations internationales. Comme quoi, histoire et géographie sont bien étroitement associées. Tellement passionné par cette représentation cartographique que vous bénéficiez de 2 heures de cours intitulées « Options cartographiques » pour 2 classes de 4e depuis plusieurs années. Mais vous faites plus. Vous êtes cofondateur et président de l'association Concours Carto, créée en 2010, qui organise des concours de cartographie en France et qui s'étend désormais bien au-delà de nos frontières nationales. Ainsi, pour l'année 2021-2022, c'est donc tout récent, ce sont quelques 4200 élèves issus d'une centaine d'établissements français, européens, mais également africains, américains et asiatiques qui ont participé à l'un de ces 5 concours destinés aux élèves et aux étudiants, puisque ces concours s'adressent autant aux écoles primaires jusqu'aux classes préparatoires, aux grandes écoles. Votre manière humaniste de faire aimer la géographie et l'histoire me fait penser à une phrase de Claude Lévi-Strauss. L'humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la vie avant l'homme, le respect des autres avant son amour-propre. Cher Olivier, au nom du président de la République et en vertu des lois qui nous sont conférées, je vous donne les insignes de chevalier de l'Ordre du Mérite.
Merci beaucoup. Madame Othia, Jean-Robert Pitt, chers membres et administrateurs de la Société de Géographie, chers amis, chers collègues, il y a un an, le 15 décembre, la plupart d'entre nous étions réunis à la Sorbonne pour le bicentenaire de la Société de Géographie, un lieu dans lequel j'étais intervenu pour parler de nos concours, et c'était un lieu écrasant. Voici à nouveau un lieu qui est chargé d'histoire, et j'en suis particulièrement fier d'être récompensé ici. Pour préparer ces quelques mots, j'ai préparé quelques mots, je me suis un peu intéressé à l'histoire de la Société de Géographie, et en 1865, j'ai découvert que Jules Verne en était devenu un adhérent. Alors Jules Verne, pour l'enfant que j'étais, et peut-être que je suis un peu resté, c'est celui qui nous a fait entrer, beaucoup d'entre nous, dans la géographie et dans l'histoire. Et quand Jules Verne a adhéré à la Société de Géographie, après le succès de son roman 5 semaines en ballon, que j'ai particulièrement apprécié quand j'étais collégien, celui-ci a été accueilli dans la Société de Géographie en 1866 par le président Chasseloup-Labat, qui l'a accueilli comme ceci à l'Assemblée Générale. Qui remercie tous ceux qui ont pour mission de vulgariser, populariser les connaissances géographiques, qui sous leur plume et leur burin ont toujours autant d'attrait. Il me semble que cette définition de ce que Jules Verne faisait a peut-être provoqué chez moi et chez d'autres cette passion pour la géographie. Une médaille de l'Ordre national du mérite, ce mot mérite est lourd à porter, il me semble. Quel mérite? Quels sont mes mérites? Suis-je à ma place ici? Moi, l'écolier, celui qui a vécu toute sa scolarité dans l'école publique jusqu'à l'université, qui est passé une licence d'histoire, et je dois presque m'en excuser puisque je ne suis pas géographe de formation, même si au moment de passer le concours, la géographie est devenue à part entière quelque chose d'important pour moi. Il me semble que, et Micheline l'a dit, ce qui a été important, c'est ce métier d'enseignant que j'exerce avec passion, avec plaisir depuis 20 ans, depuis cette rentrée. Je suis professeur d'histoire-géographie, ou plutôt, et je ne sais pas si Christian Grattelet est dans la salle, mais désormais je me présente aux parents d'élèves en disant que je suis professeur de géo-histoire. Il me semble que c'est drôlement important ici d'expliquer aussi aux parents d'élèves que la géographie a autant d'importance que l'histoire. Je suis aussi donc président de l'association Concours Carto, qui dure depuis 13 ans, une association et un métier d'enseignant qui place au cœur de mon travail la transmission des savoirs, la transmission des savoir-faire, la transmission des savoir-être à mes élèves. Et pour cela, eh bien, la cartographie a un rôle central, fondamental même. Des cartes pour raconter des histoires, pour raconter la géographie. Des cartes pour démontrer, mais aussi pour découvrir des lieux, tout simplement. Et puis, je dirais des cartes pour rêver, tout simplement. Cette occasion m'est donnée de remercier un certain nombre de personnes présentes ici ou loin d'ici pour certaines. Alors, vous m'excuserez, j'aimerais quand même les remercier parce que cette aventure n'est pas individuelle. Et même si des fois l'individu s'efface, eh bien, je pense qu'il est important de remercier ces gens. D'abord mes collègues du collège Paul-Éluard de Gênes, petit collège rural que je vous invite à découvrir. Alors peut-être pas le collège, mais la vallée de la Loire qui y passe, qui est magnifique. Mes collègues enseignants d'histoire-géographie, évidemment, Boris et Julie, que je remercie ici vivement, mais également tous les autres collègues et personnels de direction de mon établissement qui facilitent la tâche. Je l'ai dit, Micheline, j'ai des heures de cartographie dans mon emploi du temps. Cherchez dans les emplois du temps de vos enfants collégiens, ça n'existe pas, sauf au collège de Gênes. On a réussi à créer ça et j'en suis particulièrement fier. J'aimerais également ici remercier particulièrement, je suis désolé, mes collègues de l'association Concours Carto, dont certains sont présents, Rémi, Antoine, vous avez fait des kilomètres pour venir ici, bravo, merci d'être là. Mais je remercie évidemment et avant tout Marie Masson, avec qui j'ai fondé cette association Concours Carto, qui aujourd'hui est à Dallas, aux États-Unis, dans un lycée français, et qui depuis là-bas continue avec moi à animer cette association. Merci aussi à Yvonne, Carole, Anaïs, tous ces collègues et les autres qui animent et qui permettent à ces concours d'exister. Je remercie enfin, à ce niveau-là, tous les collègues de primaire, collège, lycée et classe prépa qui nous font confiance depuis ces années et qui nous permettent de poursuivre cette aventure. Et puis, même si elle ne le voulait pas, je remercie ici ma femme, Alice. Et puis je remercie mes enfants, Corentin, Pierre et Eliette. Ils sont à la maison aujourd'hui, ils étaient là le 15 décembre, mais sans eux, je ne serais pas là. Cette médaille du mérite, est-ce la fin d'une aventure ou le début d'une autre? Je me suis posé la question ce matin en venant ici. Je ne crois pas que ce soit la fin. En tout cas, je pense qu'il y a des choses à faire, des choses à mettre en place dans cette société, dans ce monde dans lequel on vit. Mettre en avant les géographes. On a parlé au colloque d'avril dernier de les mettre en avant. Mettre en avant les cartographes. Parce que ces gens, ce sont des métiers à découvrir. Ces gens nous permettent de découvrir le monde. Je souhaite que l'éducation nationale puisse faire plus pour faire découvrir ces métiers, puisse former les enseignants de manière initiale et continue davantage en géographie, en cartographie. C'est vraiment quelque chose qui est à cœur dans ce que j'ai envie de faire dans les années à venir.
J'aimerais ici remercier Christian Gratalou, président d'honneur de l'association, qui nous fait confiance et qui a accepté cette tâche avec grand plaisir. Delphine Papin, notre marraine de cœur, qui depuis 13 ans nous accompagne, même de loin. On sait qu'elle est là et évidemment, son talent nous éclaire. Et puis j'aimerais remercier tous mes amis, tous nos amis, cartographes, géographes, éditeurs d'atlas, éditeurs de manuels scolaires, tous ces gens qui font vivre les cartes et qui nous les font découvrir, souvent avec un immense talent. Un immense merci pour le chemin qu'on a parcouru ensemble, les discussions d'une grande richesse, les projets communs, les engagements, et puis votre présence aujourd'hui qui véritablement va droit au cœur. J'ai presque terminé. En conclusion, que vive la géographie dans l'enseignement, que vive la cartographie, que vivent les concours de cartographie, les dynamiques d'équipe et de projets qui nous animent. Et j'aimerais citer Kerry James, un rappeur, pour conclure, qui dit « J'ai écrit l'hymne des battants, avec ceux qui ne font pas toujours ce que l'on attend d'eux, parce que la vie est un combat, pour ceux de haut comme pour ceux d'en bas. Si tu n'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche, alors lève-toi et marche. » Alors, rapidement, je vais essayer de vous dire un petit peu ce que cet ouvrage a pu... donc, je vous montre là, si derrière. Cet ouvrage a été très cher à mon cœur parce que, d'abord, il est écrit par un géographe de renom, enfin, ce professeur de géographie, et qui a surtout une grande connaissance de cette région, de cet ensemble spécialiste de tout l'ensemble Turquie-Iran, et l'apport à la fois géographique et culturel et historique sur ces territoires fluviaux est un hommage à une civilisation qui a joué un rôle de premier plan dans une région reconnue depuis ses origines comme un cœur historique du Moyen-Orient. Le titre évoque la mention de convoitise, et il est vrai qu'à la lecture de l'ouvrage, le terme de convoitise s'applique à un certain nombre de situations, y compris des situations très géographiques, topographiques en particulier, puisqu'il résume tout un champ de référence sur la place de ces deux géants, le Tigre et l'Euphrate, objets d'une géographie déterminante, ainsi que des pans d'histoire qui ont marqué l'humanité et qui restent toujours au cœur d'une actualité faite de conflits et de rivalités territoriales. Vous montrez parfaitement, M. Bazin, le rôle de ces grands axes fluviaux et leurs bassins versants. Commandés par une géographie qui a fait des liens ou des obstacles aux conquêtes, qui en a fait plus exactement des liens, ainsi de toutes les vagues d'invasion, par exemple les vagues turco-mongoles au IXe siècle, c'est comment un peu plus tard, toutes ces vagues d'invasion qui ont balayé cette région entre deux, on peut dire, c'est un entre-deux, et vous décrivez tout cela comme creuset de civilisation pour les États contemporains qui se partagent leurs bassins. Et tout cela relève aussi de bases de convoitises et de conflits. Tout au long de votre ouvrage, où que ce soit, à quelque période que ce soit, il y a des problèmes de relations entre les différents territoires ou entre les hommes qui peuplent ces territoires. En fait, vous présentez parfaitement ce monde déchiré par les appétits de puissance, partagé entre Syrie, Turquie, Iran, Irak. Il y a l'eau, convoité par les turcophones dans le territoire amont, via le GAP, le grand projet anatolien, d'utilisation de la ressource, donc à l'amont d'un immense bassin. On voit une carte à la page 91 qui est très éloquente sur cette question-là. Mais il y a aussi le pétrole, en Iran, en Irak, exploité et surtout dès le début du XXe siècle, en Mésopotamie, terre biblique, fantasmée au cours des siècles, là où se rejoignent ces deux fleuves. Vous balayez plus de 2000 ans d'histoire en vous appuyant sur les caractères décisifs de la géographie, de cet immense bassin versant, et vous illustrez votre ouvrage de cartes et de croquis essentiels pour définir ce que la géographie démontre, un croissant fertile, un carrefour entre les puissances à toute époque et en particulier du monde contemporain. Le jury a ainsi apprécié la clarté des propos
malgré la complexité des faits, puisque vous entrez évidemment dans le droit du sujet, et puis qui rappelle aussi qu'à la jonction de ces territoires se situe toujours un théâtre de convoitise ancré dans cette géographie fluviale. Madame la Présidente du jury, chers collègues, merci pour vos propos aimables et circonstanciés qui commencent à me faire gonfler sérieusement les chevilles. Et merci à tous, chers amis, géographes et non-géographes. Je dois dire que quand les directeurs de la collection Géohistoire des fleuves m'ont contacté, après avoir contacté entre autres Roland Courtier, ici présent, qui a inauguré la collection, eh bien, il me demandait de faire quelque chose sur le Tigre. Et j'ai répondu à ce moment-là, le Tigre, jamais sans l'Euphrate. Car ces deux fleuves réunis, et en plus, pour faire une bonne mesure, j'y ai ajouté le Karun, qui draine une grande partie du Zagros central en Iran et ramène lui aussi ses eaux au 4e larron fluvial, le Chat el Arab, le plus court, 180 km. Stricto sensu, ça devrait être seulement celui-là qu'on pourrait appeler un fleuve, puisque les autres se jettent dans le Chat el Arab. Mais malgré tout, j'ai pris tout l'ensemble, d'autant qu'il avait souvent été présent dans les cours que j'ai infligé pendant un quart de siècle dans des cours de géographie du Moyen-Orient. J'ai aussi été sensible, Madame la Présidente, que vous ayez rappelé les talents d'Auguste Laugereau, et j'ignorais tout de lui, mais j'ai vu qu'il avait une œuvre d'édition cartographique tout à fait importante, et j'ai en plus découvert parmi ses travaux une carte des départements français réunis de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne et de la Meuse, c'est-à-dire le territoire dans lequel je sévis depuis 39 ans. J'ai le plaisir de vous donner un petit extrait de cette carte. Alors, cet ensemble géographique, eh bien, l'exploration a été en fait de deux sortes. Parfois une exploration directe dans la poussière ou la neige, j'en dirais deux mots, mais aussi l'exploration par toute la littérature. Et me plonger dans ce travail, les 4 années que j'y ai consacrées, m'ont en fait plongé leurs racines beaucoup plus loin. Je dois par exemple citer la dette que j'ai envers les deux universitaires qui ont dirigé successivement mes travaux, Jean Drèche et Xavier Planol, qui ne s'appréciaient guère, mais dont j'ai beaucoup apprécié moi-même les apports respectifs, mais aussi les contacts très importants avec l'école géographique allemande. Je n'avais pas fait d'allemand au lycée, mais j'étais obligé d'aller à l'Institut Goethe à Nancy à ce moment-là pour pouvoir mieux échanger autrement qu'avec le Euro-English qui est notre langue commune, avec les collègues allemands. Eugen Wirth sur l'Irak et la Syrie, Peter Roth sur la Turquie, Günther Mayer sur la mise en irrigation de la Syrie orientale au temps de Hafez el-Assad, Eckhard Heller sur de nombreux ouvrages, Helmut Topfer sur le fameux GAP, le projet du Sud-Est, et encore quelques autres. Donc, ces contacts-là ont été très intéressants. Autre contact aussi essentiel, ce sont mes échanges avec les ethnographes, il y en a dans la salle, les architectes, les archéologues, les historiens, les politistes. Et ceci m'a ancré dans la conviction de
la nécessaire pluridisciplinarité pour faire de la géographie. Un curieux hasard a fait que ma carrière de chercheur, elle a commencé aux sources mêmes d'une des branches de l'Euphrate, le Karasu, qui traverse la plaine d'Erzurum à 2000 mètres d'altitude dans l'Anatolie orientale, et où en 1965-66, nous étions jeunes mariés et lecteurs de français à l'université Atatürk d'Erzurum, qui était à ce moment-là la seule de toute la Turquie orientale, et nous suscitions la commisération de nos bons amis stambouliotes, qui étaient effrayés par la rudesse du climat et le sombre traditionnalisme de la population que nous allions subir pendant une année. En fait, nous avons très bien supporté l'hiver, où la neige occupait le sol d'octobre à avril. Par exemple, ceux qui n'étaient pas encore des taxis, 5 taxis à peu près roulaient à Erzurum en 66, tous les autres étaient des fiacres qui troquaient leurs roues pour des patins pendant cette saison hivernale. Nous avions aussi le souvenir des loups qui rôdaient aux alentours du campus, ou dont les yeux luisaient à la traversée des cimetières périurbains. Et nous avons aussi eu l'expérience du passé de cette région. Erzurum était aussi, dans le passé, le chef-lieu de l'Arménie ottomane. Et de ce passé, il ne restait en 1965-66 qu'une survivante très âgée, et d'autre part, ici ou là, dans des bourgades alentours, des églises qui restaient encore en place, mais cela rappelait une des tragédies, et sans doute une des plus profondes, qui ont frappé cet espace. Alors, je dois aussi remarquer, oui, cet espace qui en plus est très central au Moyen-Orient. D'Erzurum, en un quart d'heure, on pouvait passer par-dessus la chaîne de montagne au nord, l'eau coulait vers la mer Noire, ou à l'est, c'était des affluents de l'Arax qui lui-même allait vers la Koura et la mer Caspienne. Alors, mon intérêt pour la profondeur historique de cet espace a aussi été aiguillonné par ma participation avec Serge Sadler, architecte, à un chantier. Alors là, on pouvait presque dire le terme d'explorateur pouvait être utilisé dans le bassin du Moyen-Euphrate, à Djaferyük, un site néolithique occupé de 7200 à 6800 avant notre ère. Une agglomération de petite taille, mais à côté d'un hameau contemporain et d'un groupe de villages. Et l'archéologue Olivier Orange m'avait embauché qui est dans l'équipe, un géographe avec un architecte et une ethnologue, pour faire de l'ethno-archéologie, c'est-à-dire s'interroger sur les réflexions que la situation actuelle des populations pouvait nous apporter pour comprendre ce qui était extrait des fouilles archéologiques. Fouilles archéologiques, donc, dans un secteur où je suis revenu quelques années plus tard, pique-niquer au bord du lac, où le site se trouvait à 36 mètres de profondeur, dans le réservoir du barrage de Karakaya. Et la dernière fouille s'était terminée en 86, et entre autres, un minibus était parti de là, avec à son bord un squelette soigneusement emballé qui allait jusqu'au musée d'Ankara, où allaient être faits des examens, etc. Et ça posait pour moi une question vertigineuse. Nous ne saurons jamais quelle langue parlait cette personne. 8000 ans avant nous.
Alors, la multiplicité de ces chantiers de fouilles, dans cet endroit, mais aussi dans un peu tous les chantiers, hein, hydrauliques très nombreux, mais ils ont eu à chaque fois un retentissement sur justement l'inventaire, la diversité de ces sites, dont un certain nombre sont au parc mondial, au patrimoine mondial de l'UNESCO dans les 4 pays concernés. Et ça a joué aussi avec cette histoire, vous avez rappelé son caractère, une histoire pleine de bruit et de fureur, et qui a produit aujourd'hui, dans un espace contemporain, écartelé entre 4 dalles, vous avez bien fait de le rappeler, mais toujours un ensemble non seulement de convoitisme, de situations conflictuelles, des conflits qui, en particulier, n'ont pratiquement pas cessé au cours des 40 dernières années et qui ne sont pas éteints. Encore des avions qui bombardent le territoire kurde dans le nord de la Syrie cette semaine. Et nous avons là, on peut s'interroger. Alors, en regardant vers le passé, j'ai pu constater que malgré tous ces déboires, tous ces épisodes tragiques, parfois très brutaux, eh bien, cet espace a fait preuve d'une résilience inattendue. Peut-on espérer qu'il en sera de même dans les années à venir, malgré l'intensité des tensions qui sont entre les différents partenaires eux-mêmes et entre les puissances extérieures qui norment aussi sur ce bassin. C'est un peu l'interrogation que je pose pour finir. Nous ne sommes pas capables, malheureusement, de pouvoir faire un pari totalement optimiste sur l'avenir de cet espace. Je vous remercie. Messieurs, chers amis, rien de plus naïf que ce proverbe de contrebande qui voudrait que la curiosité soit un vilain défaut. Curiosité, nous le savons, vient du latin curiositas, soin à chercher, désir de savoir. La démarche est positive et souvent désintéressée. C'est assurément cette grande qualité alliée à beaucoup de persévérance qui guidait Pythéas dans ses expéditions auturières, dans sa prospection géographique des mers lointaines. Pythéas est un explorateur grec, né à Marseille, au temps d'Alexandre le Grand, en 359 avant Jésus-Christ. Il est peut-être le plus célèbre explorateur scientifique de l'Antiquité. Au lieu de se confiner tranquillement à l'intérieur de sa Méditerranée, Pythéas décide de quitter Mare Nostrum et de voguer en Atlantique Nord, vers le cercle polaire, du côté de l'Islande ou de la Norvège. C'est le temps où le monde fini n'a pas encore commencé, pour prendre à rebours la formule de Paul Valéry. L'aventure est encore au point du quai. L'affaire n'est pas sans danger, mais il en veut, notre Pythéas, bravant avec ses marins la pluie, le vent, la tempête, l'humidité, le froid, l'inconnu. Et là-haut, il rencontre une île. Il lui donne le nom de Thulé et la présente comme la dernière de l'archipel britannique. Oui, Thulé, célébré plus tard par Goethe, Apollinaire, Aragon, Julien Gracq et Jean Mallory, Thulé fut découverte par Pythéas. Mais surtout, encore plus au nord, que voit-il, que découvre-t-il? L'inimaginable. La mer est gelée. Devant lui, à perte de vue, une étendue maritime inerte, un horizon paralysé par la neige et le gel, un inquiétant silence. Et cette pâte de glace qui menace d'immobiliser ces deux bateaux. Pythéas note, calcule, compare, mesure. Un vrai reporter de mer, comme on dirait aujourd'hui,
d'un reporter de guerre qui prend ses risques, s'entête dans l'effort, pour après revenir et raconter l'incroyable. Le tout sera consigné dans un traité de l'océan, abondamment commenté et copié dans l'Antiquité, mais qui finira ensuite dans les oubliettes de l'histoire. On n'en sait pas plus, car après les premiers triomphes, rien ne va plus pour Pythéas. À Marseille et partout, peu cher, folle devient l'idée qu'une mer puisse se transformer en patinoire. Et pourtant elle gèle, s'obstine l'homme qui revient du froid. On le traite d'affabulateur, de menteur, on le moque, on le décrit, puis on l'oublie. Pour notre plaisir et notre curiosité, François Garde redonne vie à Pythéas et aux turbulences de son époque. Dans cette biographie imaginaire qui confine à l'érudite élégie, où le présent rattrape parfois le passé, l'auteur réhabilite l'aventure de son héros, géographe, astronome, océanographe. Il en a d'ailleurs la légitimité, car à sa manière, François Garde est également un drôle de paroissien. Né en 1959 au Canet, à côté de chez Pythéas, il grandit à Aix, toujours à proximité de Marseille. Il s'avancera dans la vie sous les habits du haut fonctionnaire, passé par Sciences Po et l'ENA. Mais auparavant, celui qui se déclare enfant de Pythéas avait été embarqué en famille par son professeur de russe de père pour un voyage en voiture et sous la tente jusqu'au Cap Nord. Il avait 3 ans, j'en ai fait autant, mais à 18 ans avec 3 copains et sans papa. Et il avait 3 ans, prétend ne se souvenir de rien, mais confesse avoir plus tard succombé au charme des extrémités du monde et à la palette de couleurs des terres et des mers polaires. Les grands choix de sa carrière administrative sont en effet autant d'indices d'une âme à la recherche de vastes espaces géographiques. Secrétaire général en Nouvelle-Calédonie, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques, directeur de la station de Val d'Isère. S'incruste en parallèle les débuts d'un parcours d'écrivain qui se nourrit de sa première vie professionnelle pour finir par l'emporter. Après avoir remercié l'administration avec un essai sur les institutions de la Nouvelle-Calédonie, François Garde file rapidement vers le grand large avec son Paul-Émile Victor et la France de l'Antarctique, un autre sur la baleine dans tous ses états, dans, s'il vous plaît, la collection blanche de Gallimard, ainsi que dans la même collection, un Ce qu'il advint du sauvage blanc qui se passe en Australie à la fin du XIXe siècle. J'en passe, mais citons quand même Marcher à Kerguelen et un inattendu et habile Lénine à Chamonix, chez Paulsen, le même éditeur que notre à perte de vue, La mer gelée. Arrive la reconnaissance du public et de ses pairs, avec entre autres le prix Emmanuel Robles, le grand prix Jean Giono, le prix Amerigo Vespucci et le convoité prix Goncourt du premier roman pour son Sauvage blanc. À ce catalogue de distinctions, nous sommes aujourd'hui fiers et heureux d'ajouter notre prix Conrad Maltebrun 2022 de la Société de géographie pour à perte de vue La mer gelée. Je voulais faire une précision, Françoise l'a déjà esquissé, Conrad Maltebrun, un géographe français du début du XIXe siècle, qui a inventé le néologisme Océanie. Auteur d'un précis de géographie universelle, il fut aussi, en 1822, le premier secrétaire général de notre Société de géographie, la plus ancienne société de géographie du monde, reconnue d'utilité publique par Charles X. Toutes nos félicitations. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis très impressionné d'être ici pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne suis pas géographe, puisque mes études dans cette direction se sont arrêtées en Hippocagne, et encore c'était, comme Olivier, dominante histoire, puis après j'ai mal tourné, car le fonctionnaire qui vous a été résumé.
donc j'ai assez peu de légitimité. La deuxième raison, c'est que donc ce qu'il a donné du Sauvage Blanc, qui est le concours du premier roman en 2012, se constitue pour moitié de lettres d'un géographe imaginaire au président de la Société de géographie. Il y a une quinzaine de lettres, il n'y a pas les réponses, et ça permet de construire l'intrigue. Et quand on écrit un premier roman, on n'imagine pas qu'il va être publié, on dit il sera refusé, donc c'est pas grave. Donc je n'avais pas pris la peine de venir dans cet amphithéâtre, mais il y a une scène essentielle qui se déroule dans cet amphithéâtre, où mon héros connaît un moment de gloire, et puis après ça se termine très très mal. J'espère que dans mon cas, ça ne sera pas le même scénario. C'est à peu près comme je l'avais imaginé, mais je m'étais permis, Monsieur le Président, de rajouter une galerie, et les femmes avec des grands chapeaux étaient essentiellement à la galerie, et papotaient au lieu d'écouter l'orateur. Merci aux dames présentes, non pas de ne pas avoir de grands chapeaux, mais d'être beaucoup plus attentives que celles qui étaient venues à un événement mondain sous Napoléon III dans cet amphithéâtre imaginaire. Donc, voilà, la Société de géographie est un personnage, en quelque sorte, de mon premier roman, donc ça me touche beaucoup d'être ici. Pour revenir à Pythéas, j'ai remarqué en arrivant qu'il est là-haut, il nous regarde, il y a un médaillon à son nom, donc il n'était pas tout à fait oublié, mais enfin quand même. À Marseille, on trouve à peine et péniblement une petite rue dans le quartier du Vieux-Port et un collège dans un quartier pourri du nord de Marseille. C'est à peu près tout ce que cette ville a consacré à l'intellectuel marseillais qui a eu l'influence la plus durable que l'on puisse rencontrer dans l'histoire de cette belle ville. Pendant 5 siècles, Pythéas a été admiré pour ses travaux astronomiques, géographiques et océanographiques. Certes, sur ses voyages, on ne l'a pas cru, mais pour le reste, il a été admiré. Donc c'est vraiment le soft power de Marseille n'a jamais été aussi important que lorsqu'il pouvait mettre Pythéas à son crédit. Pythéas, c'est le voyage qui ont été rappelés, et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette histoire, c'est que c'est le premier voyage scientifique dont on ait la connaissance. On voyage pour commercer, on voyage pour faire la guerre, on voyage à d'autres époques pour convertir. Eh bien, Pythéas n'était mu ni par l'argent, ni par le service d'un roi, ni par la promotion d'une religion. Il voulait savoir ce qu'il y a au-delà. Et c'est ça qui va guider le personnage pendant tout son parcours et qui porte le livre. Donc c'est le premier voyage scientifique dont on ait connaissance, mais c'est aussi, je m'en suis rendu compte en écrivant ce livre, c'est le premier géographe, et ça a été longtemps le seul, à ne pas être un géographe de cabinet. Pythéas est allé sur le terrain. Contrairement à tous les géographes de l'Antiquité qu'on connaît, et même plus tard, qui, en tout cas pour les géographes de l'Antiquité, réfléchissaient, écoutaient les récits et pensaient le monde, mais on est dans le monde platonicien des idées. L'idée d'aller confronter ces calculs, ces hypothèses à la réalité qui est vraiment tout à fait sans intérêt, aurait semblé un exercice totalement inutile pour des géographes qui étaient d'abord des platoniciens. Donc lui, Pythéas, il invente tout seul la géographie expérimentale quasiment sans s'en rendre compte, et c'est une originalité tout à fait singulière. À côté de Pythéas, le médaillon d'après, il y a Ératosthène. Alors ça me fournit une transition formidable pour le dernier point que je voulais aborder. Ératosthène, vous le savez, c'est ce géographe, on est 2-3 générations après Pythéas, qui a forgé le mot géographie. Donc c'est à lui qu'on doit l'alliance de ces deux racines grecques qui veulent dire écrire le monde. Et je me suis dit, mais pourquoi la Société de géographie donne-t-elle un prix à un romancier? Moi je suis le vilain petit canard au mouton noir dans cette assemblée de savants. La géographie c'est une science. Avec ses méthodes, avec ses progrès, avec ses débats, que vient faire un romancier là-dedans? C'est une très bonne idée de décorer les romanciers, on ne les décore jamais assez, mais enfin quand même. Et c'est Ératosthène qui m'a fourni la réponse, écrire le monde. Eh bien les géographes, ils écrivent le monde. Et les romanciers, ils écrivent le monde aussi. Alors évidemment, nous n'avons pas les mêmes outils. Les vôtres sont sérieux et scientifiques, les nôtres sont au gré de la fantaisie et de l'humeur du moment, mais notre ambition profonde est finalement la même,
qui est de proposer à nos contemporains, et si on est vaniteux pour les siècles et des siècles, de dire ce qu'est le monde. On peut le dire avec des croquis, avec des cartes, on peut le dire avec des mots, avec des histoires, mais il me semble que fondamentalement, le géographe est un romancier ou le romancier est un géographe. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de faire cet éloge sur l'ouvrage Cartographie radicale, exploration, coécrit par Madame Nepti Sfer ici présente et Philippe Rekasevich, à qui on fait un petit coucou et qui doit pas nous suivre en direct, mais qui nous suivra sans doute sur le site plus tard en Norvège. Alors cet ouvrage de cartographie radicale que nous livre l'historienne et germaniste Nepti Sfer, ainsi que le géographe-cartographe Philippe Rekasevich, c'est un ouvrage passionnant qui intéressera tout lecteur qui sera désireux d'explorer le monde avec un regard justement critique. La carte, nous dites-vous, est une métaphore du monde, une représentation dessinée du réel, qui gagne sur Paris à partir du moment où elle contribue à nous faire porter sur le monde un regard mieux informé et plus critique. La cartographie, dans votre ouvrage, est envisagée par vous-même comme une cartographie produisant des cartes délibérément politiques, qui dévoilent et dénoncent notamment les multiples situations d'inégalité pouvant être observées à la surface du globe. Elle est pensée, vous le dites bien, vous le démontrez, comme un prolongement logique de la cartographie conventionnelle qui produit, elle aussi, des cartes essentielles au fonctionnement des sociétés. Votre ouvrage s'organise en 8 chapitres, rigoureusement construits. Dans les 5 premiers chapitres, finalement, le lecteur pourra découvrir ou redécouvrir l'histoire de la cartographie, ses acteurs, ses principes, son utilité pour les sociétés, mais aussi son pouvoir. Au fil des pages, nous comprenons bien que la carte sert autant à faire la guerre qu'à faire la paix, à aménager l'espace, à rêver ou encore à dénoncer. Le 6e chapitre de votre ouvrage revient plus en détail sur la cartographie radicale, avec pour fil conducteur de démontrer que notre monde peut et doit être analysé différemment. Et puis, dans les 2 derniers chapitres, vous nous emmenez dans vos expérimentations cartographiques, finalement, et vous insistez notamment sur l'importance d'exposer de belles cartes critiques et signifiantes dans des lieux publics tels que les musées. La cartographie n'est-elle en effet pas au final un art autant qu'une science et, dans tous les cas, un formidable levier d'émancipation quand la société civile parvient à s'approprier les cartes. Cet ouvrage, ou plutôt ce volumineux ouvrage, près de 300 pages, c'est à la fois un ouvrage d'expérimentation cartographique, mais aussi un ouvrage d'érudition, qui comporte une vaste bibliographie de plus de 350 références. C'est aussi un très beau livre, fort bien illustré, je dois dire, notamment par de multiples planches cartographiques crayonnées, fort démonstratives, signées notamment par le géographe Philippe Rekasevich. Le choix du retour au crayon et au papier, dans un monde où la cartographie est devenue essentiellement numérique, redonne selon vous aux cartographes des possibilités de création beaucoup plus riches et inventives. Votre ouvrage en est, à mon sens, la parfaite illustration. Il est beau de faire parler les cartes, mais encore plus beau de les laisser parler, écrivez-vous. Cette opinion, je la partage totalement et ne peux ainsi qu'engager tout à chacun à découvrir votre merveilleux livre, qui est à croquer sans modération et où les lecteurs pourront découvrir notamment quelques cartes réalisées par des élèves du concours Carto, organisé par notre cher ami Olivier Godin. Donc au nom de la Société de Géographie, j'ai donc l'immense plaisir de vous décerner le prix Georges Gérard, fondé en 1881, qui récompense les plus brillants ouvrages de cartographie. Je vous remercie. Madame la Présidente, Messieurs, merci pour l'honneur qui nous est fait, qui est fait à Philippe Rekasevich, qui ne peut pas être ici, à moi-même, pour ce prix attribué à notre livre. Alors, en tant que germaniste et historienne, je suis très émue de parler sous le médaillon de Alexander von Humboldt, mais mon cœur ira plutôt vers Élisée Reclus, le grand anarchiste qui m'inspire tant. Alors, depuis les années 1990, selon Christian Jacob,
la carte est entrée dans l'ère du soupçon. Et depuis, la recherche étudie l'objet de façon critique et aujourd'hui, nous questionnons aussi ses usages sociaux. Cette heuristique a guidé notre démarche pour écrire ce livre sur la cartographie radicale, que l'on appelle aussi contre-cartographie, cartographie critique. Nous nous sommes demandé ce qu'était le geste cartographique, mais aussi comment fonctionne la carte, que nous fait-elle en plus que de produire notre connaissance géographique, et quel est ce conditionnement dont nous n'avons pas conscience. Parmi tous les problèmes que pose cet artefact, je n'en évoquerai ici que deux. D'abord, man erblickt nur, was man schon weiß und versteht. Selon Goethe, que je cite ici, on ne voit que ce que l'on sait déjà et comprend. L'image du monde que nous impose la carte est bien tributaire de notre épistémé. Et de ce fait, elle est parfaitement sélective. Ensuite, la carte est un énoncé performatif sur le monde, un énoncé redoutablement performatif. On comprend donc l'intérêt de mettre cet outil de et du pouvoir, cet outil de l'administration de la preuve, au service de causes telles que celle de la justice sociale, du féminisme, de la défense des communs, de l'écologie, de la paix, des luttes contre l'impérialisme, le néocolonialisme et la prédation capitaliste, de mettre la carte au service de l'intérêt général, en somme. Notre démarche s'inscrit dans cette prise de conscience de la recherche en géographie. Outre notre engagement pour la démocratisation de la connaissance géographique. Pour ma part, avec Otto Neurath, je préfère parler d'une humanisation de la connaissance, c'est-à-dire l'art de rendre accessibles des connaissances complexes sans les dénaturer par une simplification outrancière. Le tout étant bien sûr une question de langage ou de jargon. L'accueil réservé à notre livre, autant par les spécialistes que par les non-spécialistes, me conforte dans cette approche. En février paraîtra d'ailleurs le prochain livre sur la contre-cartographie, titré « Ceci n'est pas un atlas », dont je coordonne la version française aux éditions du commun, et qui propose des exemples concrets de cartographie radicale et collective à travers le monde. Alors, la carte change dans ses formes et dans ses usages. D'objet pratique et de recherche, elle est devenue, elle est toujours, outil d'accaparement territorial et de légitimation. Depuis les années 60, 1960, elle s'est faite également outil des luttes des Premières Nations, puis des luttes sociales, notamment avec David Harvey, avec William Bunge, mais aussi Gwendolyn Warren, car n'oublions pas toutes ces femmes de l'ombre de la géographie. Nous en avons grand besoin. De plus en plus aujourd'hui, la géographie se confronte à la dimension éthique de toute science. Julia Kristeva rappelle qu'il y a toujours, je cite, « un besoin de croire qui sous-tend le désir de savoir ». Que voulons-nous donc croire quand nous mettons le monde en images? Quand le graveur George Erhard Schible, qui a donné à la science tant de cartes magnifiques, œuvrait pour la commission de la topographie des Gaules voulue par l'habile populiste Napoléon III, il avait besoin de croire, comme ses contemporains et contemporaines, au roman national. Pour cela, il fallait doter la France d'un passé dont attesteraient des cartes exactes et crédibles. La première carte réalisée fut cependant refusée par l'empereur, qui avait un autre avis sur les conquêtes romaines. L'érudition administrative est un art bien difficile.
Mais qu'est-ce donc qu'une nation? Nous demandons-nous encore aujourd'hui. Que de souffrances endurons-nous au nom de doctrines identitaires nationales et d'impérialisme viriliste belliqueux? Que de souffrances, combien de morts, juste parce que sur des cartes on a un jour tracé les frontières des États-nations et, comme le rappelle Angela Davis, ces frontières ont été dessinées en relation avec le colonialisme. Je pense, ajoute-t-elle, que les dépenses dans l'expédition spatiale de milliardaires comme Elon Musk et Jeff Bezos sont le signe que les ultra-riches considèrent aujourd'hui l'éventualité de coloniser d'autres planètes et de ne pas se préoccuper du futur sur cette planète-ci des êtres humains et des autres formes de vie. Les cartographes n'auraient donc jamais fini de dessiner des frontières? Alors, demandons-nous, que vaut une science sans éthique? Demandons-nous ce que les cartes font à notre vivre ensemble et quelle responsabilité incombe aux cartographes. En ces temps où l'Occident découvre avec consternation que ce monde qu'il a forgé n'est ni beau ni viable, revenons à la racine de ces questionnements. Or, la racine de tout, comme disait Karl Marx, c'est l'être humain lui-même. Et la cartographie radicale s'attelle justement à cette tâche, étendant par là même le champ d'investigation de la recherche en géographie. Quand en 1982, William Bunge, l'enfant terrible de la géographie, dédie son livre sur la guerre nucléaire aux enfants, je cite, de la part de leur géographe, il clôt celui-ci sur l'idée que la géographie, qui s'est tant compromise avec le militarisme, si elle venait un jour à disparaître en tant que discipline, devrait pouvoir écrire sur son drapeau, très fièrement, Queen of the Peace Sciences, reine des sciences de la paix. Je vous remercie. On vient maintenant au Grand Prix annuel de la Société de géographie qui, vous le savez, sera remis dans quelques instants à Jérôme Fourquet. Nous l'avons intitulé géographe, il n'est pas que géographe, un géographe qui travaille à l'Institut français d'opinion publique à l'IFOP et que vous connaissez tous. Pendant longtemps, les dimanches soirs d'élection, les résultats furent commentés à la télévision par l'académicien René Raymond, qui savait avec talent les replacer dans leur contexte historique. Immanquablement, il reprenait la classification qu'il avait inventée et prenait plaisir à exposer quelle fraction de la droite l'avait emporté ou avait perdu, l'orléaniste, la bonapartiste et la légitimiste, c'était son fonds de commerce. Depuis quelques années, une nouvelle petite musique se fait entendre. L'arrivée sur les plateaux de Jérôme Fourquet manifeste qu'est enfin advenu le temps de la géographie. Sans négliger les évolutions dans le temps, tu analyses finement, à l'aide de cartes, la répartition des suffrages dans l'espace français et dégages les tendances en cours, comme l'aurait fait jadis André Siegfried, que tu as lu, si la télévision avait existé et si les résultats des élections avaient pu parvenir aux commentateurs en temps réel. Comme ce dernier, quelque peu négligé en son temps par les géographes patentés, et qu'heureusement on commence à relire aujourd'hui, tu es à la fois sociologue, politiste et géographe, trois approches que tu mêles intimement. J'insisterai surtout sur la dernière, bien entendu, la dernière facette des talents de Siegfried et des tiens, qui te distingue des autres commentateurs de la vie politique, surtout attachés à analyser l'évolution des rapports de force entre les partis. Cela se traduit en particulier par la présence de 37 cartes à toutes les échelles dans l'archipel français, et davantage encore dans La France sous nos yeux, publié plus récemment. Ta géographie est de large spectre, et j'ajoute une originalité dans l'ensemble de tes écrits, ton intérêt pour les appartenances religieuses, qui transparaît
dans tes 2 derniers ouvrages par des chapitres précis et par tes essais antérieurs sur les rapports entre la géographie politique et le catholicisme, le judaïsme, l'islam. Le 8 février 1973 est un jour important pour la géographie de la France. Tu vois le jour au Mans, l'une des 2 glorieuses capitales de la Riette, et par ailleurs, Robert Poujade, alors ministre délégué chargé de la protection de la nature et de l'environnement, décide que les espaces verts devront occuper 10% des espaces nouvellement urbanisés. L'intention était bonne, même si la verdure des grands ensembles a bien piètre allure aujourd'hui. Après l'obtention de ton diplôme de Sciences Po Rennes en 1995, tu décides de suivre une formation complémentaire en géographie et passe un DEA de géopolitique à Paris 8 en 1995 en suivant les enseignements de nos amis Yves Lacoste et Béatrice Gibelin, qui ont tous 2 reçu notre Grand Prix pour la qualité de leur revue Hérodote, mais aussi pour leurs travaux sur la géopolitique des régions françaises qui ont nourri ta formation. Aussitôt après, tu entres à l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, où, hormis une parenthèse de quelques années à l'Institut de sondage CSA, tu es chargé d'études au département Opinion et stratégie d'entreprise, que tu diriges depuis 2011. Tu animes une équipe d'une 20aine de collaborateurs, et tu es de plus en plus souvent invité à éclairer tes contemporains dans la presse écrite ou sur diverses chaînes de radio et de télévision de sensibilités variées. Tes 2 derniers livres démontrent aussi que tu dépasses la géographie électorale et même politique pour embrasser l'ensemble de la géographie sociale, économique et culturelle de notre pays. La thèse que tu as développée dans l'Archipel français, publiée au Seuil en 2019, est simple. Notre pays n'est plus une nation unie par un certain nombre de valeurs communes qui transcendent les différences d'origine, de richesse, de culture, de couleur du bulletin de vote, mais elle est devenue une juxtaposition de groupes sociaux, voire d'individus, qui tiennent à affirmer leur identité et à s'y enfermer à double tour, bien décidés à refuser toute évolution ou remise en cause de celle-ci. Ce faisant, ils se baptisent des micro-territoires étanches. Le désintérêt pour la chose politique dont témoigne la montée constante de l'abstention est un symptôme inquiétant de cette réalité, tout comme la difficulté d'un président élu à appliquer son programme. L'effacement du pôle catholique et du pôle communiste, mais aussi la crise de bien d'autres fondements de la République, l'école et l'université publique, le respect de la science, l'institution judiciaire, la rigueur du service public, le sens du travail bien fait, expression laïque du devoir d'État, font que l'idéal qui compte le plus aujourd'hui pour beaucoup de Français se réduit à l'augmentation de leur pouvoir d'achat. En même temps, ils souhaitent l'égalité des revenus, comme le prônent certains partis politiques ou des chercheurs bien connus comme Thomas Piketty et toute une partie des professeurs d'économie. C'est ce qu'a montré cette jacquerie d'un nouveau genre qui a constitué le mouvement des Gilets jaunes, que tu as commenté dans les médias, et que les partis politiques et le gouvernement de l'époque n'ont pas su comment traiter dans ce pays surendetté, démobilisé par l'assistanat et qui peine à réformer ses régimes de retraite, son droit du travail, etc. La France est en outre le seul pays de l'OCDE où les centrales syndicales, à défaut d'être puissantes par le nombre de leurs adhérents, le sont par les subventions qu'elles reçoivent, les cagnottes qu'elles constituent et l'oreille attentive que leur prêtent les médias, ce qui décuple leur combativité. Cette dernière analyse n'est pas directement présente dans tes livres, mais on devine que dans l'émiettement de la société française, que tu décris par le menu, de petits groupes très motivés peuvent parvenir à peser lourd sur la marche du pays, voire à prendre le pouvoir. Cela s'est vu au cours de l'histoire sur toutes les latitudes, et c'est ainsi que surviennent les révolutions nihilistes ou totalitaires, ou en tout cas les dictatures. En te lisant, on entrevoit tous les dangers de ce que tu appelles l'archipélisation de la société française et de son territoire, qui se hérissent de plus en plus de micro-frontières infranchissables. Tu vas beaucoup plus loin que ceux qui estiment avoir tout dit de notre pays en ressassant le thème d'une France périphérique. Sans proposer de remède, et qui te ferait bien de relire, quitte à le faire avec un esprit critique, Paris et le désert français, du géographe Jean-François Gravier, publié en 1947,
ou La France du vide, publié par notre collègue Roger Béteille en 1981, 2 ouvrages bien tombés dans l'oubli. Plus ample encore est le projet de La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveaux modes de vie, publié au Seuil en 2021, l'an dernier. Coécrit avec le journaliste Jean-Laurent Casely et 2 remarquables cartographes, Mathieu Garnier et Sylvain Manternac. Aucun trait culturel de la société française n'échappe à votre regard aigu à tous. Un seul exemple. Dans le chapitre consacré à la distribution et à la logistique, il est question d'Intermarché, des villages de marque, d'Amazon, du trafic de drogue, sujet qui surprendrait s'il revenait certains maîtres de la géographie d'après-guerre qui ne juraient que par les millions de tonnes de charbon et le pétrole. Le chapitre sur la maison individuelle est très éclairant. Les géographes que j'évoquais et dont nous avons reçu les enseignements ne croyaient qu'aux grands ensembles, dans lesquels, pensait-il, il était possible de faire naître l'homme nouveau, socialisé, selon les bons principes appliqués avec le succès que l'on connaît par Staline et Mao. Sur chaque sujet attendu ou insolite que tu abordes, on souhaiterait en savoir plus. Autant de thèmes de recherche passionnants pour les étudiants, bien dirigés. Hélas, pour l'université, tu n'es pas professeur. Pas certain d'ailleurs que l'université t'accueillerait à bras ouverts. Avant de conclure, j'aimerais dire un mot de ton style, qui est sobre, limpide, accessible au commun des mortels. Tous tes écrits sont vivants, truffés d'exemples, de faits précis, de choses vues et vécues, riches de pouvoir d'évocation. Je prendrai comme exemple ta géographie des pratiques alimentaires, carte majeure sur la pénétration de la galette des rois en Pays d'Oc, de l'attribution des prénoms aux enfants, de la répartition des piscines en France et, plus en détail à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, une géographie très fine des quartiers d'Aulnay-sous-Bois, ou encore ta carte croisant la pratique du rugby avec la persistance des accents, et en particulier de l'accent chantant du midi de la France. Au-delà des apparences, ces fines analyses sont dans tes dans tes démonstrations rien d'anecdotique. Et surtout, elles n'excluent pas les références à un solide appareil critique, à des enquêtes quantifiées, irréprochables, largement traduites en graphiques et en cartes très lisibles. Oserais-je dire qu'aujourd'hui, une partie de la géographie universitaire se fourvoie et ennuie en privilégiant au contraire l'exposé méthodologique, la théorisation et le langage pédant sur la clarté de l'énoncé, sur l'observation et la comparaison, préalable à de prudentes généralisations. Lorsqu'on se rend au théâtre ou au cinéma, on n'a nullement besoin et encore moins envie de voir l'envers des décors et les artifices du tournage, d'entrer dans les états d'âme du metteur en scène. On doit être d'emblée captivé par l'histoire que celui-ci nous raconte, comme on l'est en t'écoutant ou en te lisant, alors même que tu te défies des effets de manche. Cela ne t'empêche pas d'être un homme libre, respectueux de toutes les opinions que tu décortiques et dont tu tentes de dégager les origines, mais jamais fade, au point de ne pas en avoir toi-même et de ne pas les exprimer, l'air de rien, à ta manière, non sans une gentille ironie parfois. Pour toutes ces raisons qui ont fait le succès de tes livres, et pour ton regard aigu sur les Français, et pour l'ensemble de ton œuvre, qui renouvelle notre discipline en profondeur, la Société de géographie a le plaisir de te décerner, cher Jérôme, son Grand Prix 2022. Tu fais désormais partie de nos membres d'honneur, et nous serons heureux de bénéficier de tes lumières afin de nous aider à remettre la géographie en première ligne dans la culture générale de nos contemporains. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, et tous mes plus vifs remerciements, je suis très ému d'être ce soir parmi vous, impressionné d'être dans cette salle chargée d'histoire, impressionné aussi parce que il a voyagé des rives de l'Euphrate à Thulé en passant par la plaine du Pô. Et mon objet d'étude est modestement l'Hexagone. Je reste à ma place. Je voulais aussi vous remercier parce que je suis aujourd'hui intronisé dans la grande famille des géographes, alors que, comme tu l'as rappelé, je ne suis pas de formation de stricte obédience. J'ai fait un institut d'études politiques, j'ai ensuite fait le DEA de Yves Lacoste et de Béatrice Gibelin, et puis ensuite je me suis destiné
pour avoir caressé le projet de faire une thèse en géographie électorale que j'ai abandonnée, mais peut-être qu'on la reprendra un jour. Je me suis destiné vers le secteur des instituts de sondage, et pas n'importe lequel, l'IFOP, qui est le plus ancien, qui est en tout cas en France, qui a été créé par Jean Stotzel en 1938. Et quand on rentre en institut de sondage et qu'on a, comme tu le dis, ce réflexe géographique de dire où ça se passe, comment ça se répartit sur le territoire, on n'a pas forcément frappé à la bonne porte. Parce que le sondage, en tout cas en France, il est assez jacobin dans sa pratique. Tous les instituts sont situés à Paris. Pour des raisons méthodologiques et financières, historiquement, on travaillait sur des échantillons d'1 millier de personnes, le fameux échantillon national représentatif. Aujourd'hui, on peut pousser un peu plus, mais pas suffisamment néanmoins pour pouvoir découper cet échantillon au niveau régional et pouvoir analyser les résultats que nous obtenons en fonction de critères géographiques. Alors modestement, à mon niveau, j'ai essayé de marier un peu ces deux disciplines. Le sondage a comme objet de restitution le tableau de chiffres, le graphique, alors l'histogramme, le camembert. Et nous, les géographes, c'est la carte. Donc pour parodier Michel Houellebecq, on va dire qu'on a essayé de marier la carte et le camembert dans nos ouvrages pour avoir à la fois un éclairage national, mais aussi une déclinaison la plus locale possible, parce que nous sommes convaincus que tous les faits sociaux aujourd'hui doivent être appréhendés en grande partie selon une logique géographique. Tu as évoqué tout à l'heure la crise des Gilets jaunes. Si on a uniquement les données sondagières pour comprendre la crise des Gilets jaunes, on passe à côté d'un phénomène essentiel qui était leur localisation et le fait que certains territoires, bien que socialement en difficulté, ne se soient pas forcément massivement reconnus dans ce phénomène. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier et avoir une pensée pour eh bien, des gens qui m'ont fait entrer dans cet univers, donc dans mon cheminement académique ou intellectuel. J'ai cité Yves Lacoste, Béatrice Gibelin, Michel Fouché, donc là c'était des années lycéennes, quand j'étais passionné de géopolitique, je le suis encore, mais quand je vois que je suis restreint à un pays que je connais bien. Également aussi tous les géographes des universités de Caen et de Rouen qui ont perpétué le travail pionnier d'Armand Frémont. Et donc c'est Pascal Buléon qui aurait peut-être encadré ma thèse si j'avais eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et puis aussi Michel Bussy qui maintenant gagne beaucoup d'argent en écrivant des polars, mais aussi on a commencé à décortiquer les résultats électoraux et avec qui on a pratiqué la première cartographie automatique qui a été faite pour publier dans la presse très rapidement, après les élections présidentielles de 2002, les premières cartes cantonales des résultats. Donc je pensais pour toutes ces personnes qui m'ont accompagné, des gens qui ne sont plus là, mais qui aussi ont beaucoup compté pour moi. On a parlé de Siegfried. On pourrait parler aussi de Paul Bois, un historien qui avait écrit un livre magnifique qui s'appelle Paysans de l'Ouest sur ma Sarthe natale, et de lequel il y a beaucoup de cartes. Et on voit comment la géohistoire est absolument fondamentale pour comprendre tous ces phénomènes. Je voudrais aussi rendre un amical salut à deux cartographes qui m'accompagnent dans mes aventures, donc Sylvain Montornac et Mathieu Garnier, et puis aussi avoir une pensée pour mes enfants et ma compagne qui acceptent de me voir crayonner au crayon de couleur le soir et les week-ends mes cartes électorales sans trop rechigner. Merci à vous.